Bonsoir mesdames et messieurs. Je dis parce que certains d'entre vous ont déjà participé à la première partie de la soirée où d'autres sont arrivés pour la séance de dédicace et d'autres arrivent seulement maintenant. Donc je vous rappelle quand même, excusez-moi de me répéter, que cette soirée Jeanne d'Arc a lieu, disons, moins pour le 600e anniversaire de la naissance de la pucelle d'Orléans que pour la bonne raison que voici, qui est la publication de Jeanne d'Arc de l'histoire à l'écran, éditée aux éditions Fabre, et écrit bien sûr par Hervé Dumont qui est à mes côtés. Donc il nous semblait important de célébrer cette parution par une petite soirée avec en effet un apéro et des dédicaces. Et après qu'il ait bien exercé sa main aux dédicaces, je vous propose de repasser la parole donc à Hervé Dumont pour nous parler du deuxième choix qu'il a fait, deuxième dans un ordre tout à fait logique et chronologique, hein, c'est pas une question de préférence je crois, mais qui était deux des très grandes adaptations ou versions ou relectures, adaptation, on peut pas parler d'adaptation, enfin de relecture de la figure de Jeanne d'Arc et de son histoire. Donc voilà, Hervé, je te repasse ta parole. Merci Frédéric. Alors, le film de Bresson, si finalement je l'ai choisi, c'est pas tellement qu'il ressemble au film de Dreyer. Au fait, c'est même l'anti-Dreyer sous un certain point de vue. C'est un film, en revanche, qui, vu de l'extérieur, très superficiellement, parle de la même chose. C'est-à-dire que, comme Dreyer, Bresson ne voulait pas raconter toute l'histoire de Jeanne. Il n'est pas question de revenir à sa jeunesse, aux grandes batailles, aux sièges, au couronnement, etc. Il voulait uniquement parler de je dis bien, de la dernière partie de sa captivité, puisque, encore une fois, elle a été faite prisonnière en mai 1430 par des Français, par les Bourguignons devant Compiègne. Elle est restée en prison dans différents châteaux jusqu'à la fin de l'année, puis au début de l'année 1431, eh bien, on l'a vendue aux Anglais. Et ensuite, elle est comparue devant un tribunal qui était tribunal ecclésiastique, comme toujours, mais qui était essentiellement français quand même, puisque c'est les plus grands pontes de l'université de Paris qui la condamnaient, à leur tête l'évêque Cauchon, qui étaient tous convaincus, évidemment, d'être du bon côté. Et Bresson a voulu, lui, parler de son film ne s'appelle pas La Passion de Jeanne d'Arc comme Dreyer, mais bien Procès de Jeanne d'Arc. Et s'il ne résume pas comme Dreyer toute cette affaire, ces 5 mois de procès en une journée, Jeanne d'Arc a subi, sauf erreur, une trentaine d'interrogatoires. Il va en montrer, il va diviser son film en une vingtaine de chapitres, qui chacun est une partie d'interrogatoire, qui repose d'une manière totalement fidèle sur les minutes du procès. Ce qui travaillait surtout Bresson, et c'est bien typique de sa part, c'est qu'il s'est dit, j'aimerais essayer de rendre sensible, m'approcher du mystère de cette femme, dont on ne sait curieusement pas beaucoup de choses. C'est-à-dire que c'est certainement la femme du Moyen-Âge, même si on n'est pratiquement plus au Moyen-Âge à cette époque-là, puisque toutes les infrastructures de la féodalité se sont effondrées, on a déjà un bon pied dans la Renaissance, mine de rien. Mais enfin, c'est certainement la femme de cette époque sur laquelle on a le plus écrit, c'est-à-dire les contemporains ont le plus écrit. Il existe des centaines de pages sur elle, ne serait-ce qu'à travers les 2 procès, à savoir le procès de condamnation, et 25 ans plus tard, après sa mort, il y a eu le procès de révision, où on a rassemblé tous les témoins qui l'ont connue, et c'est de par là qu'on sait énormément de choses sur elle, mais en même temps, on peut dire que si c'est la femme sur laquelle on sait le plus, par des écrits du Moyen-Âge, c'est aussi la femme dont on sait le moins. Parce qu'on n'a toujours pas compris, elle a toujours refusé de dire d'où venait son inspiration, d'où venaient les ordres, sinon, ma foi, on est forcé de la croire ou de ne pas la croire, mais c'est comme ça. Et Bresson disait, bon, on ne connaît pas son visage, la seule manière d'essayer, parce que c'était ça son souci, d'approcher, si vous voulez, de son âme, façon de parler, c'est à travers ce qu'elle dit, ses écrits. Donc on va la faire parler. Et on va essayer de ne pas distraire le public de ce qu'elle dit. C'est une démarche tout à fait exceptionnelle. En un certain moment, moi je dirais presque
à la limite du film expérimental dans son genre, parce que je veux dire, qui fait partie aussi de la démarche générale. Bresson, comme Dreyer, ne voulait pas un film historique. Il a donc gommé un maximum toutes les références historiques, ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas de décor, il a tourné dans le château de Meudon qui préexistait, on n'en voit pas grand-chose, parce qu'il va se concentrer sur Jeanne et ses juges. Et pour Jeanne, il n'a pas choisi une actrice, même pas une actrice de théâtre, comme pour la Falconetti dans Dreyer. C'est une jeune fille, Jeanne est morte à 19 ans, il a choisi une jeune étudiante de 20 ans, qui s'appelle Florence Dallet, qui ici est, voilà, au générique, il est sous un pseudonyme. Elle est devenue très connue, c'est une romancière, traductrice, prix Femina, Académie française aujourd'hui. Eh bien voilà, c'est Jeanne, 20 ans, qui est à l'écran. Et on voit tout de suite, en voyant son visage, c'est une fille intelligente. Or justement, c'est une chose qui frappe. Quand on lit les réponses de Jeanne à ses juges, c'était pas une idiote, loin de là. C'était pas simplement une fille, disons, qui tombait des nues, et certainement pas une hallucinée. Parce qu'elle est en face vraiment devant l'élite, face de l'élite intellectuelle de tout l'Hexagone, et elle les mène en bateau, tout en sachant parfaitement que les dés sont pipés, elle leur résiste, et Bresson fait, disons, montre un véritable jeu d'échecs. C'est une joute oratoire que ça fait 1 minute 3, c'est assez court. 1h03. 1h03, c'est bien ça. C'est pas mal. C'est quand même pas aussi court que ça. Donc, si vous voulez, c'est un duel constant entre elle et l'évêque Cochon, qu'elle désigne tout de suite comme son adversaire. Hein. Et je me souviens d'avoir lu des reportages sur le tournage où le chef caméraman de Bresson était Burel, qui est un vieux de la vieille. Burel, il a tourné La Roue, il a tourné d'Abel Gance, il a tourné Napoléon d'Abel Gance, c'est-à-dire que c'est pas d'hier. Nous sommes en 1961. Il a tourné Visage d'enfant de Jacques Feder en Suisse, donc grand film muet. Et puis, en plein tournage, il se dit toujours, il se tourne vers Bresson, et puis il lui dit, mais enfin, pourquoi est-ce que vous ne filmez pas son visage? Pourquoi est-ce que vous ne la montrez pas? Parce qu'elle ne regarde pas la caméra. Il dit, non, justement pas. Je ne vais pas faire du Dreyer. Bresson n'aimait pas le film de Dreyer. Il le trouvait trop expressif, trop manichéen. Il dit, je ne veux pas de caricature de juge ici. Le juge, celui qui fait Cochon, le méchant, c'est aussi un amateur, c'est un peintre surréaliste, c'est un grand ami de Breton, qui est là, André Breton. Sec, matter of fact, comme on dit, redoutable, mais froid, un fonctionnaire. Il y a un intellectuel aussi, ça n'arrange pas les choses, généralement. Il y a les deux. Donc, on assiste véritablement à une joute oratoire d'une œuvre. Et pour cela, Bresson va enlever visuellement tous les éléments qui pourraient distraire. Même, parfois, il filme les pieds, il surprend, il guette Jeanne. La bande sonore joue un rôle capital. C'est un film, au fait, où l'image accompagne le son, et pas l'inverse. Il va traiter la bande sonore et les dialogues comme une partition musicale. Comme ça, on s'approchera de plus en plus, non pas de l'idée qu'on se fait de Jeanne, mais de ce qu'on peut en savoir simplement à travers ce qu'elle dit. Et ça, c'est une démarche qui est tout à fait exceptionnelle à ce niveau-là. Je crois que j'ai dit l'essentiel. Donc, un film pour écouter, mais qui est fait pour être vu, bien sûr. Beaucoup de plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Que le livre, donc, ben voilà, à partir de maintenant, est en vente dans toutes les bonnes librairies et aussi, bien évidemment, à la caisse de la CNRT. Oui, peut-être juste un mot, si tu permettrais. Ce livre avait ce côté assez passionnant, mais je crois que je l'ai dit, on va dire, à droite et à gauche, c'est que, bon, généralement, on connaît, c'est vrai, une dizaine de Jeanne qu'on a vues à l'écran, vues ou pas vues, mais il y a eu encore presque 90 jeunes supplémentaires à travers la télévision, ça on avait un peu oublié, et il y a quand même des actrices très célèbres là. Et ce qui était alors surtout intéressant, c'est qu'à travers ces adaptations qui sont parfois tirées d'œuvres célèbres, il y a Shaw, il y a Anouilh avec l'Alouette, etc., il y a des éclairages. Finalement, à travers l'histoire de Jeanne, on n'arrête pas de parler du XXe siècle. Et chaque décennie a ses Jeannes.
Et c'est un petit peu la chose qui m'intéressait dans ce livre, c'est de montrer à quel point finalement la représentation de l'histoire et surtout la représentation de notre histoire en costume. Merci. Merci Hervé.